j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agira d'un update lecture. Comme je vous l'ai dit, j'en ai pas mal à rattraper, donc ils sont assez conséquents et assez nombreux, voilà. Donc on est parti tout de suite. Le premier livre dont je vous parle, je vais passer assez rapidement dessus puisqu'il s'agit du premier tome de la Black Edition de Death Note. Death Note, c'est un manga, une saga manga que j'adorais quand j'étais adolescente. C'est un seinen très sombre. Vous connaissez sûrement l'histoire de Death Note, mais je vous fais un tout petit topo pour remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Donc, dans cette histoire, on suit Light Yagami, qui est un jeune lycéen qui est fils d'enquêteur. Un jour au lycée, il va tomber sur un carnet sur le sol. Ce carnet, c'est le Death Note, qui est donc, comme son nom l'indique, le cahier de la mort, à savoir que si Light écrit le prénom d'une personne dans ce cahier, la personne meurt dans les 60 secondes qui suivent. Ce carnet, il appartient à Ryuk, qui est un dieu de la mort et qui va accompagner Light durant toute l'histoire de Death Note, puisque Light va décider de se servir de ce carnet afin de faire le bien. C'est-à-dire qu'il va choisir d'éliminer seulement les personnes problématiques pour la société, donc des personnes qui ont commis des vols, qui ont commis des meurtres, qui ont commis des agressions sexuelles, et il va donc ainsi œuvrer pour un monde qui lui semble plus juste, mais on le verra au fil de l'histoire, c'est bien plus compliqué que ça. Une enquête va être ouverte suite au très très grand nombre de victimes de Light qu'on appellera Kira à partir de là. Et c'est elle, donc un détective très puissant et indépendant qui va être mis sur l'enquête et qui va aider à la fois le FBI et la police japonaise à retrouver Kira. Donc voilà pour l'histoire de Death Note. En gros, moi ce que j'adore, c'est vraiment le côté jeu d'échecs permanent entre Light et elle. C'est vraiment un manga que je prends toujours autant de plaisir à lire. J'ai d'ailleurs acheté les tomes 2 et 3 en Black Edition également, puisque en fait dans la Black Edition vous avez 2 tomes au lieu de 1, et je pense qu'en termes de prix ça revient à peu près au même, mais je les trouve plus, alors là c'est purement esthétique, mais je les trouve plus jolies celles-ci. On reste dans le graphique, mais là on va plus du côté de la Corée avec Sweet Home, le premier tome. Vous connaissez peut-être Sweet Home suite à l'adaptation qui a été faite sur Netflix l'an passé, il me semble. Moi j'ai vu seulement le premier épisode, mais je peux vous garantir qu'après la lecture de ce premier tome, j'ai très très envie de regarder la suite en fait. Parce que j'étais un peu restée sur ma faim quand j'avais commencé la série, je pense, ou alors j'avais pas eu le temps. Bref, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en fait, il faut dire que j'avais tellement aimé Alice in Borderland juste avant que j'étais un peu... Je pense que tout me décevait un petit peu à ce moment-là, bref. Donc j'ai été très contente de reprendre cette histoire posée et sous forme papier, sous format papier, parce que c'était assez différent et très intéressant. Dans cette histoire, on suit Yeon-soo qui va perdre sa famille suite à un accident de voiture et qui va partir aménager dans un petit appartement, dans un immeuble assez particulier, mais je suis pas sûre que ce soit l'immeuble qui soit particulier, mais bon, disons ça comme ça. Et il va se passer des choses étranges, notamment une de ses voisines va venir taper chez lui et il va la prendre pour un monstre. Il va également faire des cauchemars en parallèle de ça, que des choses assez bizarres. Si vous aimez le body horror, vous allez adorer Sweet Home, parce que vous avez vraiment tous ces codes de la transmutation, des personnages un petit peu étranges, on comprend pas vraiment, est-ce que c'est vraiment humain, est-ce que ça l'est pas, donc vous avez vraiment tout ce côté-là qui est très très bien fait. Il y a un côté un peu The Thing en fait que j'aime beaucoup, donc voilà, c'était très bien. Et donc la particularité du webtoon par rapport au manga, c'est alors que ça se lit déjà dans le sens classique, donc enfin dans le sens classique, dans le sens européen tout du moins, et aussi les dessins sont en couleur. L'autre différence, c'est le papier, c'est un papier plus glacé en fait que le papier brut des mangas. Voilà, et c'est aussi beaucoup plus lourd. Voilà, ce sont toutes les nuances, et j'imagine que le prix n'est pas le même, mais j'ai pas le prix dessus, donc je ne peux pas vous dire. Bref, en tout cas, j'ai passé un très bon moment, et je lirai la suite avec un grand grand plaisir. Le dernier graphique dont je vous parle, il s'agit de Simone de Beauvoir de Sophie Carquin et Olivier Grochnowski, publié chez Marabule. Il s'agit donc de l'histoire de Simone de Beauvoir, l'histoire de sa vie. C'est donc une BD qui nous présente une biographie, en fait, voilà. Il y a des passages qui sont tirés directement des mémoires d'une jeune fille rangée et des autres livres que Simone de Beauvoir a pu écrire concernant sa vie. Là, on est principalement sur... Alors, on suit sa vie de son enfance à sa rencontre avec Sartre, enfin, un petit peu plus tard. Mais il n'y a pas tout. La taille de la BD, vous vous en doutez en même temps. Mais j'ai trouvé que c'était très bien fait. Les concessions qui ont été faites vraiment intelligemment. On arrive à comprendre, il y a un fil conducteur. On sent toute l'ambivalence et la complexité de la relation mère-fille qu'il peut y avoir entre Simone et sa mère.
On sent aussi l'intensité du lien qui unit Simone à son amie. Son amie Zaza, Zaza c'est la jeune fille, qui est au centre finalement du dernier volume qui est paru, mais qui est un volume que Simone de Beauvoir voulait se créer en fait, sur son enfance, qui s'appelle, Les Inséparables. Donc voilà, qui parle d'elle et de Zaza justement. On va voir toute la colère de Simone de Beauvoir quant à cette société qui l'oppresse et qui l'empêche d'être qui elle est, de faire ce qu'elle veut, de s'épanouir intellectuellement. C'était très sympa. Je trouve que c'est une bonne alternative pour faire découvrir des personnages importants comme ça qui ont vraiment marqué le monde des idées, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et voilà, très bonne alternative donc au tome assez conséquent des mémoires de Simone de Beauvoir. Je vous le recommande vivement. Avant que j'oublie, voilà à quoi ressemblent les illustrations. Transition parfaite puisque je vais vous parler de 2 ouvrages qui sont des ouvrages romanesques, mais avec quelques illustrations. Donc le premier c'est Renversante pardon, de Florence Hinkel. J'ai vu que le tome 2 sortait très prochainement et je suis ravie. Donc comme je vous le disais, vous avez des parties illustrées comme ceci et des parties texte comme cela, voilà, beaucoup plus classiques. Alors dans cette histoire, dans Renversante, le parti pris est super intéressant aussi, très simple, très accessible pour les enfants, mais en même temps très intéressant. C'est qu'on est dans une société où les choses sont complètement inversées. C'est-à-dire que c'est le féminin qui domine, ce sont les femmes qui ont fait l'histoire et ce sont les hommes qui restent à la maison et s'occupent des enfants. Donc c'était génial, c'était à la fois drôle, c'était ludique et c'était très accessible en termes de plumes. Les illustrations rendent l'ouvrage encore plus universel dans le sens où il peut toucher vraiment les plus petits aussi. Donc nous on suit Léa et Tom qui sont jumeaux et Léa et Tom ils se rendent bien compte qu'il y a une grosse différence dans la société entre la façon dont Léa est traitée et la façon dont Tom est traité. Puisque Tom est observé dans la rue, il est suivi, on l'accoste, dans la cour du collège tout le monde est après lui. Il ne peut pas se permettre de s'illustrer dans des sports tels que le football, puisque c'est un sport exclusivement féminin. Bref, tout est à l'envers en fait, tout simplement. Et alors c'est vraiment très bien fait dans le sens où... Alors, il y a... Moi, je me suis posé une question quand même. Je pense qu'il aurait été très intéressant aussi d'inverser même les valeurs, c'est-à-dire les choses qu'on considère comme féminines, les placer comme supérieures à ce qu'on considère comme masculin. Parce que là, finalement, la seule chose qui change véritablement, c'est que les femmes sont à la place des hommes. En termes de loisirs, en termes de traitement des autres, finalement, rien ne change. C'est-à-dire que les femmes traitent les hommes comme les hommes traitent les femmes dans nos sociétés. Alors évidemment, ça facilite considérablement l'accès pour un jeune public, mais pour un public un peu plus au fait de ces questions-là, je reconnais que ça peut être un peu compliqué, mais franchement, j'ai quand même beaucoup aimé. Je vais pas m'étendre dessus très longtemps puisque c'est un tout petit livre, il fait 100 pages et que je vous en ai déjà dit l'essentiel. C'est publié chez l'École des loisirs. Il ne me semble pas que ce soit disponible au format poche, mais l'ouvrage est à 10 € je crois, et moi je l'ai trouvé d'occasion chez Gibert, donc je l'ai payé même moins cher que ça. Je me procure le tome 2 dès sa sortie et je vous en parle dès qu'il est lu. Encore un ouvrage illustré mais poétique cette fois avec Le Soleil et ses fleurs de Rupicor. Je ne vais pas m'attarder très longtemps sur cet ouvrage, vous en entendez parler partout et très souvent je pense. Rupicor c'est donc une autrice, enfin une poétesse indienne qui aborde des thématiques toujours très fortes, notamment le rapport mère-fille, les agressions sexuelles, le traitement de la femme dans les différentes sociétés. Et là, en l'occurrence, on est sur un récit très intimiste où elle parle notamment du deuil, de la relation amoureuse, de la rupture, mais elle parle aussi des différences culturelles qu'il peut y avoir entre elle et sa mère, elle qui certes est d'origine indienne, mais a vécu et grandi en Angleterre. Bref, ou aux États-Unis, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a toutes ces thématiques-là qui sont traitées dans ce recueil. C'est très touchant. Je l'ai lu en une journée, je l'ai vraiment dévoré parce que j'aime beaucoup ce que fait Rupicor. Je trouve que c'est très doux et très poétique, j'allais vous dire, mais effectivement, ça ne peut que l'être. Voilà, je continuerai ma découverte. Il ne me manque plus que Homebody, je crois, à lire. Et j'attendrai la suite avec impatience. Le dernier roman de ce point lecture, ce sera Jenny de Sigrid Undset. Donc Sigrid Undset, c'est une Norvégienne qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1928. Et Jenny, je l'ai lu également parce qu'on me le vendait comme le Madame Bovary norvégien un petit peu, c'est un peu ça. Et j'ai trouvé ça très bien. Le bémol, je passe tout de suite, le bémol, c'est le style. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'en termes de style, c'était pas du tout abouti. J'ai trouvé que parfois, c'était pas très clair.
Bref, le style, ça m'a pas plu. Mais sinon, l'histoire était vraiment, vraiment très bien. On est au XXe siècle et en fait, on rencontre Jenny à Rome. Elle se promène dans les rues avec ses amis. Elle est passionnée d'art, elle est peintre et elle ne s'est jamais, adonnée, à une relation amoureuse quelle qu'elle soit. Elle ne s'est jamais lancée et n'est jamais tombée amoureuse d'un homme. Ça ne l'intéresse pas particulièrement d'ailleurs. Cet été-là, elle va rencontrer Helge Gram, donc un Norvégien également qui est venu passer ses vacances à Rome et va naître entre eux très rapidement une espèce de passion. Alors est-ce qu'on peut dire que Jenny est passionnée? Je ne sais pas trop, mais en tout cas sur le coup, elle a l'impression. Et c'est là que va être toute l'ambiguïté et toute la complexité des sentiments du personnage, puisque Sigrid Undset va vraiment se donner le droit et prendre le temps de détailler cette nuance qu'il y a entre le fait de penser aimer, penser désirer, et le fait d'aimer et de désirer réellement. Donc c'était très très intéressant. Jenny est vraiment un personnage complexe, mais en même temps, je la trouve très représentative et très, très représentative de l'humain, en fait, avec toutes ses ambivalences, toute sa complexité. J'ai trouvé que c'était très authentique et très riche, et je comprends que Sigrid Undset ait pu avoir un prix Nobel, parce que c'est rare que dans un récit, je vois aussi bien détaillé la psychologie des personnages. Il y a vraiment, je vais vraiment insister là-dessus, mais rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Les choses sont toujours très nuancées et dans les sentiments, c'est la même chose. Et souvent en littérature, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'absolu. C'est vraiment cette espèce d'héritage romantique qui fait que voilà, tout se passe comme un coup de foudre, une évidence, et on remet pas ça en question, ou alors on le remet en question beaucoup, beaucoup de temps après. Les auteurs sont peu nombreux à avoir vraiment réussi à traiter, je trouve, de cette complexité et de cette ambivalence en fait du sentiment du désir particulièrement féminin, et c'est très bien fait ici. Voilà, juste je précise quelque chose, je vais pas m'étendre, on va vite passer aux essais parce qu'il m'en reste 3 à vous présenter, mais ce roman il est assez dur émotionnellement. Je vous recommande pas de le lire quand vous êtes dans un état d'esprit assez triste ou assez renfermé, parce que ça va pas vous aider clairement. Euh, voilà, encore une fois, je vais reprendre, mais là, je me suis vraiment enfermée dans une bulle actuellement de bulle culturelle où je suis sur des thématiques très dures, et ça a vraiment considérablement altéré mon moral. Je pense qu'il faut savoir aussi se laisser des portes ouvertes et s'ouvrir sur des choses un peu plus légères. Donc, si vous n'êtes pas dans ce mood-là, ne le tentez pas et gardez-le pour plus tard, parce que de toute façon, il en vaut la peine, ça c'est sûr. On passe aux essais. Le premier que je vous présente, c'est plus un témoignage, c'est Féminisme et réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine de Elvire Duvel-Charles. Donc, Elvire Duvel-Charles, c'est une ancienne fémène qui témoigne ici de son rapport aux réseaux sociaux et de son militantisme, de son activisme féministe. C'était vraiment bien. C'est très bref, hein, je veux dire, c'est écrit assez gros et il y a 170 pages, mais vraiment intéressant, le témoignage d'une femme qui a vraiment voulu s'ancrer et s'enraciner dans les combats qui sont importants pour elle et qui sont importants tout court. Vraiment très très intéressant. Encore une fois, je m'étends pas parce que je vois pas quoi en dire de plus. Mais voilà, si vous avez envie d'entendre parler et de comprendre un petit peu le lien entre le féminisme et les réseaux sociaux, et finalement cette espèce de féminisme 2.0 ou 3.0, je ne sais pas comment le dire, qui prend vraiment racine sur Internet et se développe, je trouve que c'est un bon ouvrage pour à la fois le comprendre et avoir des références de base pour se documenter de façon alternative sans passer par les médias classiques, en suivant des personnes et des profils qui sont intéressants et riches. Bref, voilà, c'était cool. J'ai aussi lu de Victoire Tuaillon, Les couilles sur la table. Vous connaissez peut-être le podcast du même nom qui est vraiment très populaire sur Spotify. Je suis actuellement en train de découvrir le podcast, même si je l'ai un peu mis de côté actuellement. Très bon ouvrage d'initiation, très bonne réflexion globale sur ce qu'est le masculinisme et plus généralement sur la question du féminisme dans nos sociétés. Vous avez des micro-interviews qui sont tirées des podcasts qui sont conciliés ici et qui permettent d'enrichir et de documenter le propos avec des spécialistes qui prennent la parole sur des sujets très très variés. C'était pas mal, voilà, c'était cool. Encore une fois, c'est plus un ouvrage d'initiation que véritablement un ouvrage d'approfondissement sur la question du féminisme et des masculinités. Mais c'était très intéressant et je peux que vous encourager à vous orienter peut-être dans un premier temps vers le podcast et ensuite vers le livre, ou l'inverse. Je trouve que l'ouvrage est une bonne introduction, mais je pourrais comprendre que le format audio peut-être vous soit plus confortable dans la mesure où, quand on n'est pas trop familier avec les essais, on n'y va pas facilement.
Donc à votre convenance, mais en tout cas, je pense que c'est un ouvrage qui est bien fait et qui peut être, une bonne porte d'entrée vers, des réflexions, premières réflexions ou poursuites de réflexions sur les masculinités et le féminisme. Vous avez peut-être entendu parler de l'ouvrage de Pauline Armange lorsqu'il est sorti, donc Moi les hommes je les déteste, parce que tout le monde en a parlé. Il y a vraiment eu un buzz autour de ce livre qui s'est fait très, très rapidement et qui a été, je pense, surprenant pour tout le monde, et l'autrice, la première, comme elle en parle dans la postface de ce livre. Mais bon, moi j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça super. C'est très simple, c'est pas documenté, ça a pas vocation à être un essai universitaire ou à apporter une véritable, comment dire? Je sais pas, si on conçoit ça comme un espèce de témoignage ou une forme de ras-le-bol, en fait, le témoignage de Pauline Armange, en l'occurrence, qui dit juste: «Stop, il y en a marre» et qui explique pourquoi. J'ai trouvé que c'était génial, c'était super bien fait. L'écriture est simple, accessible, et là c'est pareil, je pense que tout le monde peut le lire. Bon, ce qui fait clairement que le livre a buzzé, je pense que c'est son titre qui est assez provocateur. Sachez toutefois que, les choses sont un peu plus nuancées dans l'ouvrage, même si, l'autrice parle clairement de sa misandrie. On me l'avait vraiment vendu comme quelque chose d'extrêmement radical et qui refroidissait vraiment. Bah, moi c'est pas le cas, ça m'a pas refroidi, j'ai pas trouvé ça extrêmement radical, j'ai trouvé que c'était les réflexions, d'une femme, forte, qui se place en opposition avec un héritage patriarcal qui est très difficile, et qui, prend la parole en fait, se donne le droit d'écrire et de parler. Franchement, je trouve que c'est juste formidable en fait, et j'aimerais bien que des textes comme ça, on en ait un peu plus, parce que finalement c'est la vie quotidienne, c'est vraiment, une révolte contre à la fois le sexisme ordinaire, le patriarcat, mais aussi, le sexisme sous toutes ses formes beaucoup plus courantes et beaucoup plus vues finalement, dans les médias, à savoir les agressions, le harcèlement de rue, et cetera, et cetera. C'est vraiment un pamphlet qui lutte contre tout cela et qui le fait avec beaucoup de puissance. Alors c'est Chloé Delhomme qui a écrit la préface est sympa aussi, mais voilà, ce qui est vraiment puissant, ce sont les mots de Pauline. On a l'impression que ça a été écrit dans un souffle tellement c'est fort. Bref, j'ai adoré, je vous le recommande vivement. Voilà tout pour mes avis lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres ou que vous envisagez d'en lire certains, n'hésitez pas à me le dire, ce sera un plaisir d'en discuter avec vous en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.